En 2005, Asaf Hapoel devient l'homme le plus rapide du monde en battant le record du monde de vitesse sur une distance de 100 mètres. Bien que battu depuis, cette performance reste historique. Comment l'expliquer? En 2009, Ito et al. Apportent plusieurs éléments de réponse en comparant le mouvement d'Asaf Hapoel avec le mouvement d'autres compétiteurs de la discipline. Pour ce faire, ils s'appuient sur des grandeurs chiffrées que je vais appeler grandeurs biomécaniques, telles que les efforts dans les muscles, les angles au niveau des articulations. Ce type d'approche, cette analyse du mouvement, peut être utilisé dans le domaine du sport afin d'analyser une performance sportive ou repérer des mouvements ou situations qui pourraient être à risque et à l'origine de blessures. Dans le domaine de la santé, on peut envisager ce type d'analyse pour suivre un processus de rééducation ou même établir un diagnostic en comparant la locomotion d'un patient et en la comparant avec la locomotion d'une population moyenne. Dans le domaine de l'ergonomie, on peut envisager ce type d'analyse pour évaluer la qualité de conception d'un poste de travail, là encore en analysant le mouvement d'un participant et en repérant des postures, des situations à risque qui pourraient être à l'origine du développement de troubles musculo-squelettiques. Je me suis permis d'indiquer plusieurs références qui m'ont personnellement permis de mieux appréhender la discipline. Toutes ces analyses, elles s'appuient donc sur ces grandeurs biomécaniques. On peut envisager effectivement mesurer certaines durées ou encore, à partir d'images ou de vidéos, regarder les angles et l'évolution de ces angles au cours d'un mouvement. On peut envisager aussi déployer des moyens de mesure pour décrire l'interaction entre le pied et le sol, par exemple. D'autres grandeurs biomécaniques sont internes au corps humain, telles que les efforts dans les articulations ou les efforts dans les muscles. Il faut alors les estimer sans les mesurer directement. Pour ce faire, on peut mettre en œuvre des méthodes telles que la méthode inverse, qui s'appuie sur une modélisation mécanique du corps humain et des données expérimentales qui, elles, auront pu être mesurées. Plusieurs logiciels permettent de mettre à bien ce type d'analyse, tels que Anybody, OpenSim ou même Custom, qui est une boîte à outils MATLAB développée au sein de l'équipe de recherche mimétique. Cette méthode inverse peut être présentée sous la forme de 3 étapes successives. Une première étape de cinématique inverse vient estimer les angles au niveau des articulations en considérant le corps humain comme étant un ensemble de solides rigides indéformables liés entre eux par des articulations. On vient reproduire le mouvement que l'on aura capté grâce à des données de mouvement. Une seconde étape, l'étape de dynamique inverse, estime les efforts dans les articulations au cours du mouvement. Pour ce faire, il aura fallu assigner aux solides des propriétés de masse et d'inertie et mesurer les efforts d'interaction s'appliquant sur le corps du participant. Une troisième étape peut être envisagée, estimant les efforts dans les actionneurs des articulations, c'est-à-dire dans les muscles qui auront permis d'amener le mouvement observé. Dans le cadre de ma thèse, je me suis focalisée sur les 2 premières étapes ici présentées. Cette méthode s'appuie donc sur 2 types de données expérimentales. D'une part, des données de mouvement, telles que les données optoélectroniques. On vient positionner sur le corps d'un sujet des marqueurs réfléchissants et grâce à des caméras infrarouges, on mesure leur position dans l'espace au cours du mouvement. D'autre part, on va s'appuyer sur des données expérimentales de type effort d'interaction. Bien souvent, l'interaction entre le milieu extérieur et le participant se situe au niveau des pieds. On déploie alors des plateformes d'effort, visibles ici sur la photo en gris clair, sous les pieds du participant. On installe ces dispositifs dans le sol. Néanmoins, ainsi, la surface d'expérimentation est alors limitée. En effet, leur prix de 10 à 15 000 euros ne permet pas de déployer largement ces plateformes d'effort et le déploiement même de ces plateformes d'effort impose de limiter les expérimentations au laboratoire. C'est donc un frein au déploiement des méthodes inverses pour l'analyse du mouvement et on cherche ainsi à permettre la mise en œuvre de la méthode inverse sans le déploiement de plateformes d'effort. Ces plateformes d'effort, elles servent à mesurer tout d'abord l'effort complet sous chaque pied, qu'on peut modéliser sous la forme de 2 torseurs des actions mécaniques s'appliquant sur chaque pied. En termes de précision, on parle d'une erreur de moins de 1% de l'effort mesuré. D'autre part, ces plateformes d'effort permettent de mesurer au cours du mouvement la position du centre de pression sous les pieds, c'est-à-dire la position
pour laquelle, lorsque l'on exprime l'effort d'interaction en ce point, on peut le modéliser comme un torseur des actions mécaniques, tel que le moment est collinéaire à la résultante. Alors, je l'ai dit, ces plateformes d'effort, elles vont impacter les conditions expérimentales. On va chercher alors à les remplacer par des dispositifs impactant moins les conditions expérimentales. Ainsi se développent des méthodes d'estimation des efforts d'interaction. Ces méthodes s'appuient soit sur des données de mouvement, ça va être particulièrement intéressant pour mettre en œuvre la méthode inverse. On n'aura aucun moyen de mesure dédié aux efforts d'interaction. Ces méthodes peuvent aussi potentiellement s'appuyer sur des données issues de semelles de pression. Ces dispositifs sont souples, se positionnent dans les chaussures des participants et permettent d'estimer au cours du temps l'effort vertical et la position du centre de pression sous chaque pied. En termes de précision, celle-ci va dépendre à la fois de la méthode d'exploitation des données issues des semelles de pression et du modèle de semelle de pression. Ces méthodes d'estimation des efforts d'interaction, elles s'appuient sur la mécanique et donc établissent les équations de la dynamique. Néanmoins, celles-ci sont insuffisantes pour déterminer l'ensemble des efforts d'interaction. Il va falloir alors lever l'indétermination, c'est-à-dire choisir parmi l'infinité de solutions respectant les équations de la dynamique, celles correspondant à la réalité. Pour ce faire, plusieurs approches existent. La première correspond à l'approche analytique. On explicite un lien entre les efforts d'interaction à déterminer et des grandeurs d'entrée. Ces grandeurs d'entrée peuvent être de type données de mouvement et ou données de semelle de pression. L'autre approche, la seconde approche, correspond à l'approche par apprentissage statistique. On vient reproduire un lien entre les efforts d'interaction à estimer et des grandeurs d'entrée. Ces grandeurs d'entrée peuvent être, là encore, de type données de mouvement ou données issues de semelles de pression. On vient comparer l'estimation de la structure algorithmique avec des données de semelles de pression. Et après une phase d'apprentissage, on peut finalement se passer des plateformes d'effort. La dernière approche existante est l'approche par optimisation, qui vient reformuler notre problème sous la forme d'un problème d'optimisation. On considère chaque surface de contact, on la discrétise en un ensemble de points, et en chaque point, on vient considérer un effort ponctuel. On estime l'effort global s'appliquant sur le corps du sujet et il reste alors à répartir cet effort global estimé sur les points de contact considérés. L'approche analytique admet comme limite aujourd'hui d'être applicable pour l'analyse uniquement de la marche. L'approche par apprentissage statistique nécessite cette phase d'apprentissage et donc des données expérimentales dédiées à celle-ci. Or, par la suite, la structure algorithmique ainsi entraînée restera spécifique pour l'analyse de données comparables aux données d'apprentissage. Ces limitations-là ne se retrouvent pas dans l'approche par optimisation. C'est donc celle-ci qui va nous intéresser par la suite. On remarque aussi, lors de cet état de l'art, que, à notre connaissance, l'approche par optimisation n'inclut pas de données issues de semelles de pression dans ces méthodes. Donc, si je reviens maintenant à ma schématisation de la méthode inverse et que j'y inclus la méthode d'estimation des efforts d'interaction par optimisation, on va avoir donc l'ajout de 3 étapes. Une étape d'estimation de l'effort global s'appliquant sur le corps du sujet. En parallèle, s'effectue une étape de détection du contact. On vient repérer parmi les points de contact considérés lesquels sont effectivement au contact du sol et sur lesquels on va considérer un effort. Cette étape souffre de l'utilisation de paramètres et donc qui nécessite un réglage de ceux-ci. Enfin, une dernière étape permet de répartir l'effort global estimé sur les points de contact détectés actifs. Cette étape se base sur une fonction de coût. Plusieurs fonctions de coût coexistent et peuvent être envisagées dans les méthodes d'estimation des efforts d'interaction par optimisation. Tout d'abord, une méthode minimisant les efforts extérieurs. On peut envisager des fonctions de coût minimisant les efforts dans les articulations ou même des fonctions de coût minimisant l'activité dans les muscles. Dans le cadre de ma thèse, j'ai cherché à contribuer à ces méthodes. J'ai tout d'abord envisagé d'inclure des données issues de semelles de pression. Mais avant cela,
j'ai voulu évaluer la précision des données obtenues par mes semelles de pression. J'ai ensuite intégré mes données issues de semelles de pression pour détecter le contact. J'ai ainsi évalué 2 méthodes de détection de contact, une méthode basée sur mes données de semelles de pression et une méthode basée sur la cinématique du pied. Au cours de cette étude, je me suis donc posé la question de comment estimer la cinématique du pied. Je ne vous présenterai pas cette étude aujourd'hui, mais elle est présente dans le manuscrit. Enfin, je me suis intéressée à l'étape de répartition de l'effort global et de l'impact que pouvait avoir le choix de cette fonction de coût sur ma précision d'estimation de l'effort d'interaction. Concernant mon étude sur l'évaluation des données de semelles de pression, l'idée était de questionner l'idée même de déployer des semelles de pression. En effet, celles-ci me permettent d'estimer au cours du mouvement la position du centre de pression et l'effort vertical sous chaque pied. Or, ces grandeurs peuvent être aussi estimées grâce à des méthodes se basant uniquement sur des données de mouvement. Si l'on cherche à améliorer les méthodes d'estimation des efforts d'interaction en y ajoutant des données de semelles, il faut encore qu'elles soient ces données plus précises que ce que l'on obtient sans ce déploiement d'équipements supplémentaires. J'ai donc cherché à comparer mes données issues de semelles de pression avec un moyen de mesure de référence des plateformes d'effort. Pour ce faire, j'ai mené à bien une campagne expérimentale. J'ai demandé à 14 participants de venir effectuer différents déplacements dans le laboratoire, 15 essais de course avec changement de direction, donc vous allez pouvoir voir une vidéo ici, 15 essais de course et 15 essais de marche. L'idée était d'avoir une certaine diversité dans les mouvements étudiés en termes de vitesse de déplacement et en termes d'efforts présents dans les efforts d'interaction avec des composants donc antéro-postérieurs mais aussi médio-latérales. J'ai déployé un système optoélectronique afin d'obtenir des données de mouvement. J'ai demandé à mes participants d'évoluer sur les plateformes d'effort afin d'avoir une mesure de référence de mon effort d'interaction. Et j'ai équipé chaque sujet avec des semelles de pression de type OpenGo de la marque Moticon. Ces semelles de pression comprennent 16 cellules de pression, une centrale inertielle qui m'a permis d'estimer l'accélération de chaque pied au cours du mouvement. Et grâce au logiciel associé, j'ai pu aussi estimer une position du centre de pression et l'effort vertical sous chaque pied. L'idée était de comparer mes données issues de semelles de pression avec mes données issues des plateformes d'effort. Pour ce faire, j'ai mis en œuvre plusieurs étapes. Tout d'abord, j'ai synchronisé l'ensemble de mes données et sélectionné les périodes de temps lors desquelles cette comparaison faisait sens. Afin de comparer mes 2 estimations de la position du centre de pression, il a fallu localiser les données issues des semelles de pression dans un référentiel commun avec les données issues des plateformes d'effort. J'ai donc mis en œuvre une étape de localisation. Et enfin, j'ai comparé mes données. Concernant l'étape de synchronisation et de sélection des périodes de temps, tout d'abord, j'ai repéré dans l'ensemble de mes données la foulée effectuée sur la plateforme d'effort. J'ai donc comparé 2 estimations de la norme de l'accélération de chaque pied, une estimée à partir des données de semelles de pression et l'autre estimée à partir des données de mouvement. Ainsi, j'ai pu obtenir donc, la foulée effectuée sur la plateforme d'effort. Cette estimation de la norme de l'accélération n'a pas été effectuée a priori exactement au même point, puisqu'à cette étape-ci, je n'ai pas repéré la position de ma semelle de pression dans le référentiel global. J'ai donc mis en œuvre une seconde étape de synchronisation basée sur la comparaison de l'estimation de l'effort vertical. Concernant l'étape de localisation, la semelle de pression me fournit des données dans son référentiel, notamment donc l'estimation de la position du centre de pression. L'idée de déployer ces semelles de pression est de pouvoir par la suite les utiliser dans le cadre des méthodes d'estimation des efforts d'interaction. Il faut alors localiser les données de la semelle de pression dans un référentiel dans lequel on va estimer les efforts d'interaction. Ce référentiel correspond au référentiel dans lequel j'obtiens mes données de mouvement grâce à mon système optoélectronique et dans lequel j'obtiens mes données de plateforme d'effort. À chaque instant, je suis passée donc par un référentiel intermédiaire, celui du pied, associé au pied, et ainsi, à chaque instant, j'ai déterminé la matrice de passage entre
mon référentiel global et le référentiel du pied, construit à partir de la position des marqueurs fixés sur la chaussure des participants. Afin de déterminer la matrice de passage entre la semelle vers le repère associé à la chaussure, je l'ai considéré constant, c'est-à-dire que j'ai considéré que le pied ne bougeait pas par rapport à la semelle ni par rapport à la chaussure au cours des différents essais réalisés par un même sujet. J'ai donc estimé cette matrice de passage à partir d'un essai choisi que je vais appeler essai de calibration. Grâce à cet essai, j'ai comparé deux estimations de la trajectoire de la position du centre de pression au cours du temps et j'ai établi que la matrice de passage correspondait à la matrice minimisant l'écart entre ces deux trajectoires. Concernant l'étape de comparaison, j'ai comparé mes grandeurs estimées à partir des semelles de pression avec les grandeurs estimées à partir des données de plateforme d'effort en termes d'effort vertical et en termes de position du centre de pression sous chaque pied. Concernant l'estimation de la position du centre de pression sous chaque pied, j'ai défini deux types d'erreurs. Une erreur suivant un axe médiolatéral du pied et une erreur suivant un axe antéro-postérieur du pied. Et j'ai regardé est-ce que différentes choses avaient un impact sur cette précision de l'estimation de la position du centre de pression, notamment le type de mouvement exécuté pendant l'essai de calibration et l'effort vertical appliqué à chaque instant sur la semelle de pression. Ici, j'ai représenté l'ensemble des précisions d'estimation de la position du centre de pression calculées pour chaque essai. Pour chaque essai, j'ai calculé l'erreur grâce à l'indice de RMSE, donc la racine carrée de l'erreur quadratique au cours d'un essai, et j'ai représenté mes différentes erreurs en fonction du type de mouvement exécuté pendant l'essai de calibration. Donc, chaque couleur correspond à un type de mouvement exécuté pendant l'essai de calibration et en fonction du type de mouvement exécuté. On retrouve ainsi sur mon graphique à gauche relatif à l'erreur antéro-postérieure et à droite sur mon graphique correspondant à l'erreur médiolatérale, trois groupements à chaque fois de boîte à moustaches. Ce que l'on observe, c'est un impact du type de mouvement exécuté pendant l'essai de calibration sur cette précision. En effet, on observe que pour l'indicateur d'erreur sur l'axe médiolatéral, on voit des erreurs qui varient. Et de manière systématique, pour chaque type de mouvement étudié, on observe la meilleure précision lorsque le type de mouvement étudié correspond au type de mouvement exécuté pendant l'essai de calibration. Ce qui nous permettra d'établir des conseils pour la mise en œuvre des semelles de pression. Aussi, on retiendra à partir de ces résultats une estimation de l'ordre de grandeur de l'erreur d'estimation de la position du centre de pression par les semelles de pression. On retiendra l'ordre du centimètre sur l'axe antéro-postérieur et sur l'axe médiolatéral. Ici, j'ai représenté l'erreur d'estimation de la position du centre de pression à chaque instant, en comparant toujours ma position estimée par les semelles de pression avec cette même position mesurée par les plateformes d'effort. J'ai représenté chaque erreur en fonction de l'effort appliqué à chaque instant sur la semelle de pression. On observe que l'erreur est d'autant plus réduite que l'effort vertical appliqué sur la semelle de pression est grande. Aussi, on observe pour l'erreur sur l'axe médiolatéral, pour des efforts supérieurs à 1500 newtons, certaines valeurs d'erreur atteignant jusqu'aux 4 cm d'erreur sur l'estimation de la position du centre de pression. On relie ce phénomène d'erreur à un phénomène finalement de déformation de la semelle lors des phases d'impact. Cette étude avait pour objectif d'estimer la précision des données issues de semelles de pression. Donc tout d'abord, l'estimation de la position du centre de pression. Ce que l'on retiendra, c'est donc une erreur de l'ordre du centimètre et on retiendra aussi une dépendance avec l'effort vertical appliqué sur la semelle de pression. Cette étude, elle nous a aussi amené à écarter les semelles de pression comme moyen de mesure précis de l'effort vertical sous chaque pied. Cette étude, elle a été précieuse pour pouvoir développer une méthode de synchronisation des données et aussi de localisation, qui sera nécessaire pour utiliser les données issues de semelles de pression dans les méthodes d'estimation des efforts d'interaction.
Je préconise donc maintenant un premier essai, un premier mouvement exécuté sur des plateformes d'effort, essai que je vais qualifier d'essai de calibration, et ensuite, par la suite, on pourra envisager d'exécuter plusieurs mouvements similaires à l'essai exécuté sur la plateforme, sans cette limitation de surface qui correspond à la surface des plateformes d'effort. On peut envisager d'utiliser les semelles de pression pour étudier une amplitude de déplacement de la position du centre de pression à partir du moment où cette amplitude est supérieure à 1 cm, mais on va vraiment un peu plus supérieur. Et il nous restera maintenant à envisager l'utilisation de ces données issues de semelles de pression dans les méthodes d'estimation des efforts d'interaction. Je porte à votre attention que cette étude a fait l'objet d'une publication dans la revue Sensors. Après cette première étude, j'ai donc souhaité utiliser mes données issues de semelles de pression dans les méthodes d'estimation des efforts d'interaction, et cela pour l'étape de détection de contact. En effet, dans le cadre de la méthode d'estimation des efforts d'interaction, il convient de détecter sur quel point de contact considéré on va considérer effectivement un effort non nul. Classiquement, le contact est détecté en observant la cinématique du pied. On considère un point effectivement au contact du pied lorsque celui-ci en est proche et ne bouge pas trop, ce qui va se traduire par l'utilisation de deux seuils, un seuil sur la position verticale et un seuil sur la vitesse de ce point. J'ai souhaité évaluer cette méthode de détection de contact en termes de précision de l'estimation de l'effort d'interaction et comparer ses performances avec une méthode de détection de contact basée sur des données issues de semelles de pression. Par cette méthode, on va considérer qu'il y a contact si en un point, on peut mesurer une pression supérieure, là encore, à une valeur seuil. Afin de comparer les performances de ces deux méthodes de détection de contact, j'ai considéré 16 points de contact potentiels que j'ai répartis sur la surface du pied de manière à faire coïncider la position de ces points de contact avec la position des cellules de pression de ma semelle de pression. Afin de comparer les performances de ces deux méthodes de détection de contact, j'ai déterminé pour chaque méthode des valeurs de seuil optimaux, me permettant d'obtenir la meilleure estimation d'efforts d'interaction. Enfin, j'ai aussi considéré la possibilité de considérer un contact de manière permanente sous chaque pied, de manière à questionner l'utilité même de mettre en œuvre une méthode de détection de contact dans la méthode d'estimation des efforts d'interaction. Alors, pour évaluer ces deux méthodes de détection de contact en termes d'estimation de l'effort d'interaction, j'ai mis en œuvre une méthode d'estimation de l'effort d'interaction. J'ai donc considéré un modèle corps complet composé de 19 solides, admettant 43 degrés de liberté. Pour l'étape de cinématique inverse, j'ai réalisé à chaque instant une optimisation multicorps de manière à minimiser la distance entre la position de marqueur fixée sur le modèle os-articulaire et la position de marqueurs expérimentaux. Concernant l'étape d'équilibre dynamique, j'ai estimé l'effort extérieur global s'appliquant sur le corps du participant en mettant en œuvre un algorithme de type Newton-Euler. Et pour ce faire, j'ai eu besoin d'assigner à chaque solide du modèle des propriétés de masse et d'inertie issues de tables anthropométriques. J'ai déjà présenté les méthodes de détection de contact mises en œuvre. Et concernant l'étape de répartition de l'effort global, j'ai choisi d'utiliser une fonction de coût correspondant à la somme quadratique des efforts estimés. Afin de mener à bien donc, mon étude paramétrique me permettant de choisir des paramètres optimaux pour chaque méthode de détection de contact, je me suis basée sur deux indicateurs d'erreur en comparant toujours mon effort d'interaction estimé avec l'effort d'interaction mesuré par des plateformes d'effort. Et cela en comparant la résultante et la position du centre de pression. Cette étude paramétrique m'a permis donc d'obtenir des paramètres optimaux pour chaque méthode et j'ai pu ainsi comparer leurs performances en termes de durée moyenne de contact détecté, nombre moyen de points de contact actifs lors d'une phase de contact et enfin, effectivement, en termes de précision de l'effort d'interaction estimé. Et cette comparaison, je l'ai faite composante par composante de l'effort.
J'ai représenté ici l'ensemble des indicateurs d'erreur sur la résultante obtenus avec la méthode de détection de contact basée sur la cinématique du pied. J'ai représenté donc l'indicateur d'erreur en fonction des différentes valeurs de seuil envisagées. Chaque courbe correspond à une valeur de seuil d'opposition et chaque abscisse correspond à une valeur de seuil de vitesse. Ce que l'on observe sur ce graphique, c'est la superposition de plusieurs points. En effet, pour une même valeur de seuil de vitesse, on observe finalement le faible impact que va avoir l'utilisation, la variation de la valeur du seuil d'opposition. De même, pour des valeurs de seuil d'opposition constante, on va obtenir finalement le même indicateur d'erreur sans dépendance à la valeur du seuil de vitesse. Ces résultats ils vont nous inviter à essayer de mettre en œuvre cette méthode de détection de contact avec non pas ces deux seuils envisagés, mais un seul des deux, soit de position, soit de vitesse. Ces résultats ils m'ont permis de choisir une valeur de seuil, des valeurs de seuil optimales pour mon estimation de l'effort d'interaction. J'ai choisi donc la valeur de 3 mètres par seconde et de 5 cm et j'ai représenté dans ce tableau les indicateurs ainsi estimés. J'ai effectué le même travail pour la méthode à seuil de pression. L'étude paramétrique m'a permis de choisir comme valeur de seuil 4 newtons par centimètre carré et j'ai fait de même. J'ai remis dans ce tableau les valeurs des indicateurs d'erreur obtenus lorsque l'on considère un contact de manière permanente sous chaque pied. Alors, la première chose que l'on observe avec ce tableau, c'est finalement l'utilité de détecter le contact. On obtient systématiquement de moins bons résultats lorsque l'on considère un contact sous les pieds de manière permanente pour tous les types de mouvements étudiés. D'autre part, on observe des performances d'estimation de la position du centre de pression qui dépendent du type de la méthode de détection de contact. Pour la méthode à seuil cinématique, qui ne se base donc pas sur des données issues de semelles de pression, on observe des erreurs qui sont plus importantes que même, beaucoup plus importantes que la mesure qu'on a obtenue de la position du centre de pression grâce aux semelles de pression, ce qui va légitimer donc notre idée de déployer des semelles de pression pour utiliser les données dans les méthodes d'estimation des efforts d'interaction. J'ai représenté ici le nombre de points de contact détectés actifs sous un pied au cours d'un essai de marche, et cela pour la méthode à seuil de pression en bleu et pour la méthode à seuil cinématique en rouge. On observe tout d'abord des durées de contact similaires. On observe à peu près qu'on est bien d'accord, qu'on distingue bien les mêmes instants au cours desquels il va y avoir du contact. La seconde remarque que l'on peut faire, c'est avec la méthode à seuil cinématique, on voit l'alternance de phases lors desquelles finalement on détecte du contact à peu près sur l'ensemble du pied et l'alternance de phases où l'on observe finalement aucun point de contact actif. On va avoir un espèce de phénomène tout ou rien. Là où la méthode à seuil de pression permet de détecter un nombre beaucoup plus variable de points de contact actifs au cours de la marche. Ces remarques, on les retrouve lorsque l'on étudie sur l'ensemble des essais la durée moyenne de contact. On observe effectivement que ce soit pour nos deux méthodes de détection de contact ou même pour une méthode de détection de contact basée sur une valeur seuil de l'effort vertical mesuré par les plateformes d'effort, des durées moyennes de contact très similaires. Cet effet tout ou rien, on le retrouve que lorsque l'on compare le nombre moyen de points de contact détectés actifs lors d'une phase de contact. On observe qu'avec la méthode à seuil cinématique, on a un nombre moyen de points de contact plus important qu'avec la méthode à seuil de pression. Pour chaque méthode de détection de contact, j'ai comparé mon effort estimé avec l'effort mesuré par la plateforme d'effort. Et j'ai pu ainsi calculer, là encore, une erreur en termes de RMSE et j'ai représenté dans ces graphiques, pour chaque type de mouvement étudié, l'ensemble des RMSE obtenus sur chaque composante de l'effort d'interaction. On observe des différences de performance obtenues entre les deux méthodes de détection de contact. Pour la composante antéro-postérieure de l'effort d'interaction, on obtient
une estimation de l'effort antéro-postérieur plus précise avec une méthode de détection de contact à seuil cinématique. Concernant les résultats obtenus pour l'étude de la marche, on observe une meilleure estimation de l'effort vertical lorsque l'on met en œuvre une méthode de détection de contact à seuil de pression, donc avec des données issues de semelles de pression. Néanmoins, l'impact sur la précision de l'effort d'interaction reste limité. Cette étude, elle avait pour objectif donc de mettre en œuvre des données issues de semelles de pression pour estimer les efforts d'interaction et plus précisément pour détecter le contact. Ce que l'on a observé, c'est finalement des précisions d'estimation des efforts d'interaction comparables avec nos deux méthodes de détection de contact. Cette étude, elle nous a amené à formuler des conseils concrets de valeurs de seuil optimaux pour chaque méthode de détection de contact qui pourront être reprises par la suite. Concernant la méthode à seuil de pression, on a vu un faible impact du type de mouvement étudié sur la valeur du paramètre optimal. Ce qui va être particulièrement intéressant lorsqu'on voudra, par exemple, étudier un essai lors duquel on va avoir plusieurs types de mouvements exécutés. Concernant la méthode à seuil cinématique, au vu de nos résultats, on envisage de détecter le contact soit en se basant sur un seuil de position, soit sur un seuil de vitesse. Plusieurs travaux pourraient compléter cette étude, notamment envisager des valeurs de seuil distinctes pour chaque point de contact sous le pied. Je porte à votre attention que ces travaux feront l'objet d'une communication future sous la forme d'articles. J'ai ensuite travaillé au cours de cette thèse donc, sur l'étape de répartition de l'effort global. L'idée de cette étape est donc de répartir l'effort extérieur estimé, l'effort extérieur global estimé sur les points de contact détectés actifs. Cette étape, elle se base sur une fonction de coût. Plusieurs coexistent dans la littérature et j'ai souhaité questionner l'impact de ce choix de fonction de coût sur l'estimation de l'effort d'interaction. Dans les travaux de Pontonier et al. De 2019, les auteurs étudient un mouvement de fente d'escrime et se rendent compte que finalement la précision de l'estimation de l'effort d'interaction varie au cours de l'essai. Ils observent qu'on a une moins bonne précision lors d'une phase lors de laquelle l'escrimeur est statique. Il maintient une posture. Les auteurs formulent alors l'hypothèse que minimiser à la fois les efforts extérieurs et les couples articulaires dans une même fonction de coût permettrait d'améliorer la précision de l'estimation de l'effort d'interaction. C'est cette idée que j'ai cherché à mettre en œuvre par cette étude. Pour ce faire, j'ai repris les données expérimentales obtenues par Sorel et al. En 2019. Les auteurs avaient donc recruté 11 escrimeurs de niveau régional et national afin de réaliser 120 fentes d'escrime équipées de marqueurs réfléchissants et évoluant sur des plateformes d'effort afin d'avoir une mesure de référence de l'effort d'interaction. Alors, ce mouvement d'escrime, il est intéressant parce qu'il comporte plusieurs phases, des phases plus ou moins dynamiques. Une première phase de garde, lors de laquelle l'escrimeur va finalement, donc là dans notre cas, attendre l'apparition d'une cible et lors de l'apparition de cette cible, il va déclencher une seconde phase plus dynamique, je vais appeler phase d'attaque, lors de laquelle il va chercher à toucher la cible. Bon, habituellement, c'est l'adversaire et donc on va avoir un comportement beaucoup plus dynamique. Et ensuite, on va avoir une phase de retrait pour retourner dans la phase de garde plus statique. Alors, donc j'ai dit que cette étude, elle avait pour objectif de coupler dans une même fonction de coût les efforts extérieurs et les couples articulaires qui découlent des efforts d'interaction considérés. Traditionnellement, les efforts extérieurs sont pris en compte dans la fonction de coût par le terme correspondant à la somme quadratique des efforts estimés. Les couples articulaires sont traditionnellement introduits dans la fonction de coût grâce au terme correspondant à la somme quadratique des couples articulaires. Afin de les lier dans la même fonction de coût, il a fallu effectuer un travail de normalisation.
J'ai donc normé chaque valeur d'effort estimé et globalement le terme associé aux efforts extérieurs par des grandeurs dépendant du nombre de points de contact actifs au cours du temps et dépendant du poids du sujet. Concernant le terme associé au couple articulaire, j'ai normé chaque couple articulaire et globalement le terme associé au couple articulaire par des grandeurs dépendant du couple isométrique. Donc, le couple isométrique correspond au couple théorique maximal que l'articulation peut produire. Et cette valeur, elle va varier en fonction de la position articulaire. Ainsi, j'ai donc pu construire une fonction de coût avec ces deux composantes et il a resté à répondre à la question de en quelle proportion. J'ai introduit donc chacun des deux termes avec des proportions que j'ai fait varier grâce à deux paramètres Wxt et Wint. Afin d'étudier donc l'impact de ces choix sur l'estimation de l'effort d'interaction, j'ai mis en œuvre une méthode d'estimation des efforts d'interaction que je vous ai déjà présenté précédemment. J'ai tout de même donc adapté la valeur des seuils de détection de contact au mouvement de l'escrime. J'ai aussi distingué mes résultats obtenus lors des phases statiques et lors des phases dynamiques, en reprenant un critère issu des travaux de Soret et al. De 2019. Afin de comparer mes résultats obtenus en prenant en compte ou non les couples articulaires dans la fonction de coût, j'ai souhaité tout d'abord choisir la valeur du paramètre Wxt et Wint me permettant d'avoir la meilleure estimation d'effort d'interaction. J'ai donc réalisé une étude paramétrique basée sur un indicateur d'erreur construit sur la résultante, en comparant toujours l'effort estimé et l'effort mesuré par la plateforme d'effort. Et j'ai pu ensuite comparer, en termes de précision d'effort d'interaction estimé, ma fonction de coût incluant uniquement les efforts extérieurs et ma fonction de coût incluant les couples articulaires et les efforts extérieurs. Mon étude paramétrique m'a amené à choisir comme valeur de Wxt la valeur 0,9. Ici, j'ai représenté un exemple de résultat pour un essai d'escrime. J'ai représenté au cours du temps l'effort antéro-postérieur estimé et l'effort antéro-postérieur mesuré par mes plateformes d'effort. En haut, on observe que lorsque l'on prend en compte dans la fonction de coût uniquement les efforts extérieurs, lors de la phase statique, on estime des efforts antéro-postérieurs nuls. Là où, lorsque l'on prend en compte les couples articulaires dans la fonction de coût, on va obtenir une estimation de l'effort antéro-postérieur non nul et se rapprochant des valeurs mesurées par la plateforme d'effort. Aussi, on observe sur cet exemple finalement le faible impact que peut avoir la prise en compte des couples articulaires dans la fonction de coût lors des phases dynamiques. Ces remarques, on les retrouve lorsque l'on regarde les couples articulaires estimés au niveau des hanches, lorsque l'on prend en compte les couples articulaires ou non pour l'estimation de l'effort d'interaction. J'ai comparé mes couples articulaires estimés avec les couples articulaires estimés lorsque l'on considère comme effort d'interaction mes efforts mesurés par les plateformes d'effort, toujours en pointillé sur mes graphiques. Et on retrouve effectivement l'impact de la prise en compte des couples articulaires uniquement lors de la phase statique. On observe effectivement que lorsque l'on introduit un terme relatif aux couples articulaires dans la fonction de coût, on minimise effectivement les valeurs de couple articulaires au niveau des hanches. J'ai ensuite donc comparé en termes de performance mes deux fonctions de coût. J'ai pour chaque essai étudié calculé toujours une erreur sous la forme d'une RMSE et j'ai représenté donc composante par composante la répartition de mes RMSE obtenues. On observe que lorsque l'on prend en compte les couples articulaires dans la fonction de coût, on diminue l'erreur sur l'effort antéro-postérieur estimé. Or, justement, cet axe antéro-postérieur, pour la réalisation d'un essai d'escrime, c'est justement là où il va y avoir des enjeux de stabilisation. Cette étude, elle avait pour objectif de questionner le choix des termes à introduire dans la fonction de coût permettant la répartition de l'effort global estimé sur les points de contact détectés actifs.
les résultats montrent l'intérêt de la prise en compte des couples articulaires dans la fonction de coût pour l'étude de la fente d'escrime et lors de la phase statique. Cette étude, elle m'a amené à proposer des normalisations de chacun de ces deux termes, effort extérieur et couple articulaire. Plusieurs travaux pourraient venir compléter cette étude, tout d'abord en élargissant donc cette étude de l'impact de la prise en compte des couples articulaires dans la fonction de coût sur les couples articulaires estimés. Aussi, on pourrait envisager de reproduire cette étude, mais pour d'autres types de mouvements, ou même le maintien de certaines postures, statiques donc. Je vais maintenant revenir sur l'ensemble des travaux réalisés dans cette thèse. L'objectif était de contribuer aux méthodes d'estimation des efforts d'interaction. J'ai tout d'abord cherché à mettre en œuvre des données issues de semelles de pression. J'ai montré l'intérêt de l'estimation de la position du centre de pression par des semelles de pression. J'ai utilisé ces données pour détecter le contact. On pourra envisager de déployer cette méthode de détection de contact même sans mesure du mouvement, et cela donc potentiellement en dehors du laboratoire. Je ne l'ai pas présenté ici, mais j'ai comparé au cours de ma thèse deux modélisations du pied, un modèle en deux parties et en une partie, et j'ai montré le faible intérêt d'utiliser un modèle de pied en deux parties plutôt qu'en un pour améliorer l'estimation de l'effort d'interaction. Et enfin, j'ai travaillé sur le choix de la fonction de coût utilisée pour répartir l'effort global estimé sur les points de contact détectés actifs, et j'ai montré l'intérêt de la prise en compte des couples articulaires dans la fonction de coût pour l'étude des phases statiques lors de la réalisation d'une fente d'escrime. Alors, plusieurs travaux pourront venir compléter ce que j'ai réalisé. Tout d'abord, plutôt à court terme, on pourra envisager de distinguer plusieurs valeurs de seuil de détection de contact pour chaque point en fonction de leur position sous la plante du pied. On pourra aussi compléter mes travaux en regardant l'impact du choix du modèle de pied sur la trajectoire de chaque point de contact. Et aussi, on pourra compléter donc mon étude sur le choix de la fonction de coût en regardant l'impact de la minimisation des couples articulaires sur justement les couples articulaires que l'on estime, grâce à ces efforts d'interaction estimés. Pour présenter des perspectives un peu plus à long terme, on pourra envisager d'utiliser d'autres types